peu, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, ton engagement social et politique et tout? Alors, je vais essayer de faire court au niveau de mon parcours. Du coup, je m'appelle Lorraine Lolo, j'ai 24 ans, je suis actuellement conseillère municipale à la ville de Fos, déléguée à l'environnement et la citoyenneté. Je suis cofondatrice et directrice générale de Cité des Chances et je suis également étudiante et journaliste indépendante. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça fait d'être jeune en politique? Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Et voilà, est-ce qu'éventuellement il y a un syndrome de l'imposteur? Est-ce qu'on ne se sent pas trop à sa place? Comment on gère la relation avec les personnes âgées? Alors, moi, je sépare rarement le fait d'être jeune en politique du fait d'être une femme et d'être noire parce qu'en fait, je suis tout ça à la fois. De la même manière que j'ai aussi un handicap. Donc c'est assez difficile de savoir est-ce qu'on me discrimine parce que je suis jeune ou est-ce qu'on me discrimine parce que je suis une femme ou voilà. On ne sait jamais trop à quoi c'est dû. Mais c'est sûr que c'est assez particulier d'occuper d'être moi, en fait, d'être comme moi en politique. Parce que c'est vrai que souvent on n'est pas pris au sérieux. Souvent, en fait, on nous utilise comme une vitrine en mode regardez, on a des jeunes avec nous qui sont cool et qui voilà. Mais après, au niveau de donner des réelles fonctions, de redonner des réels pouvoirs, de donner des réels moyens pour mettre en place les choses, là, c'est tout un autre. C'est toute autre chose qui se joue et ça devient beaucoup plus difficile en fait d'obtenir ce qu'on veut, ce qu'on cherche pour pouvoir vraiment avoir un réel rôle politique. Donc là, forcément, c'est toute une bagarre qui se met en route. Après, c'est vrai que l'avantage, entre guillemets, d'être jeune en politique, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Et d'être une jeune femme encore pire. Donc ce qui fait que forcément on nous remarque. Et là après moi j'ai la particularité d'agir aussi beaucoup sur le terrain, contrairement à des gens qui sont passés par des partis politiques, etc. Ce qui fait que oui forcément on me remarque et sans que j'ai besoin de forcer outre mesure. Après sinon sur le sentiment de légitimité, en fait moi, c'est pour ça que j'ai co-créé Cité des Chances, parce que j'ai remarqué que quand on est jeune, quand on vient de banlieue, quand on n'a pas eu une famille justement, je suis pas fille de député, je suis pas fille de sénateur ou d'avocat, du coup, j'ai pas eu cet apprentissage de la politique à la maison. Ce qui fait que, et c'est le cas de plein de gens, et surtout plein de gens qui sont, comme on dit, issus de l'immigration en fait. En tout cas descendants de l'immigration. Et ce qui fait que j'ai dû apprendre sur le tard en fait. Et parfois, tu as l'impression d'être moins légitime que des gens qui ont fait de grandes écoles, type Sciences Po Paris, type l'ENS, type des grandes écoles de commerce ou quoi. Parce qu'en plus, en France, c'est très élitiste en plus de ça. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment d'illégitimité au départ, mais moi, je dis souvent qu'on est les propres experts de notre propre vie. C'est-à-dire que personne ne peut parler mieux que nous que de ce qu'on vit. Personne ne peut mieux parler que moi, en tout cas, à part quelqu'un qui prend, par exemple, les transports, le RERD. Quelqu'un qui prend le métro tous les jours ne pourra pas en parler comme moi j'en parle. Quelqu'un qui ne vit pas avec un handicap invisible ne pourra pas en parler comme moi j'en parle, etc., etc. Ce qui fait que, en fait, ma légitimité, je ne l'ai pas construite par mes études ou par... j'ai lu tel livre, etc. Mais vraiment par mon expérience de terrain, mon expérience de vie. Et mon existence même est politique. Et c'est de là que je tire ma légitimité. Et c'est en réfléchissant comme ça qu'on arrive à tenir tête à des gens et se dire je suis tout à fait légitime à être dans la même salle que toi et à défendre mes idées parce que je sais de quoi je parle. Attends, je rebondis sur la question parce que c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire du coup qu'avoir des prérequis, c'est-à-dire naître d'une famille où on a la culture politique, faire une grande école, est-ce que ça donne un avantage par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait ça? En fait, avoir une famille qui nous a politisés, forcément, ça aide. Parce que, moi, quand je vois des gens qui sont rentrés dans des partis politiques, genre à 15-16 ans, je suis étonnée parce que c'est quand même assez rare. Ouais. Ça veut dire qu'on a été politisés très tôt. Là, aujourd'hui, par exemple, on dit souvent que les jeunes ne sont pas politisés, mais je pense qu'ils le sont dans le sens où, ils ont des causes qui leur tiennent à cœur, ils sont souvent pour de la justice sociale, etc. Mais ils ne comprennent pas, en fait, que c'est quelque chose de politique. C'est-à-dire que la politique, c'est l'organisation de la société, tout simplement. Mais pour eux, c'est
pas forcément de la politique. Pour eux, s'ils sont pas dans un parti politique, qu'ils se présentent pas à une élection, c'est pas de la politique. Alors que finalement, l'associatif, c'est de la politique. Être dans un syndicat, même lycéen, c'est de la politique. Voilà, il y a plein de même on peut faire de la politique au sein de son entreprise, ou voilà, il y a plein de manières de s'engager politiquement en fait. Mais c'est vrai que faire le lien avec la politique et surtout savoir ce qui est politique ou non et comprendre les rouages du système, plus on les comprend tôt, plus ça nous avantage en fait, forcément. Et c'est pour ça que nous on a créé Cité des Chances, pour se dire pour pallier en fait à cette inégalité entre ceux à qui on enseigne la politique chez eux et ceux à qui on ne l'enseigne pas. Nous on a envie que la politique c'est censé être l'affaire de tout le monde, et pour nous l'école c'est censé résoudre les inégalités, donc on a envie qu'il y ait une réelle politique d'éducation à la politique dès l'école, dès 15 ans, pour que quand on arrive à 18 ans, ou même il y en a qui parlent même de vote à 16 ans, mais en tout cas qu'on ait une préparation, parce qu'on ne naît pas citoyen, on le devient. Même si on nous donne le statut, mais si je ne sais pas quoi en faire de ce statut, en fait ça sert à rien. Donc nous c'est pour ça qu'on a créé ça, et qu'on y tient en fait à le maintenir, et on espère un jour le répandre dans tous les lycées de France. Et quand on dit de France, c'est dans les villes, dans les zones rurales, dans les banlieues, mais aussi dans les territoires d'outre-mer. Et même là on nous a déjà contactés à l'international, parce que en fait finalement c'est un besoin un peu partout dans le monde. En fait les jeunes sont négligés et ne savent, même quand ils ont des convictions, ils ne savent pas trop par où commencer. Donc il faut bien que quelqu'un nous apprenne le système. Et du coup, aujourd'hui, malgré tout ça, on remarque qu'il y a quand même un certain désamour entre les jeunes et la politique. Il y en a qui, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui s'intéressent maintenant, mais il y a beaucoup aussi qui ne s'y intéressent pas, qui trouvent même que c'est inutile, qui pensent que c'est un truc de vieux. Comment tu expliques aujourd'hui ce désintérêt de plus en plus des jeunes vis-à-vis de la politique, alors que c'est la politique qui régule qui régule l'ensemble de la société. En fait, on dit souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, mais comme je disais, ils s'intéressent à des causes. Ils s'intéressent aux causes environnementales, aux causes sociales, aux inégalités femmes-hommes, etc. Nous, par exemple, on fait des ateliers éloquence avec des jeunes de 15 ans. Ils nous parlent de harcèlement scolaire comme personne. Ils nous parlent de trafic aérien. Ils nous parlent de plein d'enjeux de société, en fait. Mais c'est juste qu'ils ne comprennent pas que c'est de la politique. Et parfois, en fait, ils veulent s'engager, mais ils ne savent pas par où commencer. Est-ce qu'ils vont commencer par une association? Est-ce qu'ils vont commencer par un parti politique? Parfois, ils sont déçus, etc. Parce que, par exemple, moi, un truc que je reproche souvent aux partis, c'est qu'ils ont, par exemple, des réunions de sections locales, etc., ou des grandes réunions où on parle beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose, en fait. Et souvent, quand on est jeune, on a cette envie de « Ok, moi, j'ai envie d'avoir un impact ». Que je vois en fait, un impact quasiment immédiat. Donc c'est pour ça qu'on voit pas mal de jeunes qui mettent en place des maraudes, même sur Snapchat, qui font de l'aide aux devoirs ou des trucs comme ça, des trucs très directs, mais qui pour eux c'est pas politique en fait. Mais alors que c'est un moyen en fait de faire de la politique. Donc moi je trouve que c'est à la politique politicienne, comme on dit, c'est-à-dire vraiment les députés, les élus, machin, et les partis politiques surtout, de s'adapter à comment les jeunes fonctionnent. Aussi parce que les jeunes ont tendance à donner à faire des engagements plus courts, c'est-à-dire que nous on n'a pas la chance de pouvoir se projeter sur 6 ans, 10 ans. Moi je sais même pas quel master je vais faire l'année prochaine, je sais pas si je vais encore habiter là où j'habite, etc. Donc on fait des engagements courts certes, mais il faut que les partis politiques, que les instances politiques, en fait, que le système s'adapte à nous pour pouvoir nous permettre d'être pleinement acteurs, et pas juste de nous dire alors tu vas faire ça, tu vas coller des affiches, ou tu vas te mettre au début en face pour la photo, et ça va être bien joli, mais quand il s'agit de faire des choses ou d'avoir ton avis, là on veut plus de toi, quoi. Et toi tu as grandi en France, du coup tu as fait tes études ici. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu pire en Afrique, parce que les jeunes ne s'intéressent pas du tout à la politique. Et vu de France, par ton engagement ici, comment tu analyses en fait le rapport actuel dans la plupart des pays africains, et précisément peut-être en Côte d'Ivoire? Comment tu analyses le rapport des jeunes à la politique, et
qu'est-ce que tu penses en fait qu'on peut faire pour essayer de justement d'encourager cette jeunesse-là? Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a 70% de la population qui a moins de 35 ans. Et t'imagines que la plupart de ces jeunes-là s'en fichent complètement de la politique. Donc, c'est hyper important. Comment tu analyses ça? Et pour toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les types d'initiatives qu'on peut faire pour encourager cette jeunesse? Alors, moi, je ne vais pas parler de l'ensemble des pays africains parce qu'il y en a 54 et c'est des réalités qui sont très, très différentes. Mais je parle au moins de ce que je connais pour le cas de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense pas que les jeunes sont forcément dépolitisés. Je pense que, en tout cas, avec les jeunes avec qui j'ai pu discuter, ne serait-ce que ma propre famille déjà, ils se rendent bien compte qu'il y a des problèmes au niveau du chômage des jeunes, par exemple. Ils se rendent bien compte qu'il y a des problèmes au niveau de la propreté, au niveau des transports. Par exemple, rien que tout ce qui est goudronnage, etc. Ils se rendent bien compte qu'il y a des problèmes au niveau de la corruption, etc. etc. Ça, en réalité, on n'a même pas besoin de leur expliquer, ils le savent, en fait. Comme je disais, tout est une question de comment on dit que c'est un problème. Mais c'est pas juste un problème, c'est un problème politique. Et qui dit problème politique, dit réponse politique. Et en fait, je pense que dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est pas tant le problème que ils ont pas envie de s'investir. C'est qu'en fait, avec toute la répression qu'il peut y avoir, le manque de liberté d'expression, c'est ça qui fait peur en fait. C'est ça qui fait peur et c'est là où ils se disent, bon bah, ok, j'ai envie de changer les choses, mais qu'est-ce que ça va me coûter en fait? À quel prix? À quel prix? Et là, bah, tout le monde n'est pas forcément prêt à faire ce sacrifice-là. Ce que je peux tout à fait comprendre. Et voilà, il y a des gens qui risquent leur vie, etc. Enfin, on l'a vu au Nigeria avec le mouvement Endsar. Il y a des jeunes qui ont littéralement perdu la vie dans toutes ces manifestations, etc. Donc, il y a cette envie. Maintenant, moi, je dirais de commencer en fait par des initiatives très locales, de se réunir avec les jeunes de son voisinage, de par exemple commencer par un nettoyage de quartier. Voilà, on prend des gants, on prend des sacs poubelles, on prend voilà, et on nettoie le quartier. Et en fait, avec cette action-là, expliquer en fait que c'est un problème politique, que oui, là aujourd'hui, on nettoie notre ville, mais dans d'autres pays, par exemple, ou dans d'autres villes, bah, en fait, il y a des services qui sont faits pour ça. Donc, pourquoi on paye des impôts, etc. Et commencer à créer une réflexion petit à petit, tout en faisant, en fait. Et ça va créer un moment, en fait, chaleureux pour les gens. Et un moment tout en politisant et tout en faisant quelque chose et pas juste on s'assoit, on parle, etc. Enfin, c'est pas... La politique, c'est pas comme à l'église, quoi. Ça doit être, pour moi en tout cas, surtout pour les jeunes, ça doit vraiment être actif. Et je pense que passer par des initiatives comme ça, un nettoyage de quartier ou une distribution alimentaire pour ceux qui en ont besoin ou... Enfin voilà, des initiatives comme ça, c'est comme ça qu'on peut commencer à politiser la jeunesse et commencer à mobiliser autour de nous, quoi. Maintenant, gare à ceux à qui ça plaira pas. Maintenant, voilà, il faut pouvoir se protéger un minimum juridiquement quand c'est possible. Être aussi plusieurs, parce que c'est plus facile de faire taire une personne que de faire taire 45 personnes. Donc voilà, c'est le conseil que je donnerais, si je peux me permettre. Et du coup, dans ce contexte-là, si tu as une jeune fille ou un jeune garçon aujourd'hui en face de toi qui t'explique son ambition, son envie de s'engager en politique en Côte d'Ivoire, c'est quoi le conseil que tu pourrais lui donner? Bah moi déjà, vas-y. En fait, je sais que faire de la politique, c'est très prenant. En fait, c'est littéralement, souvent, c'est l'engagement d'une vie. Je dis souvent, l'engagement appelle l'engagement, en fait. Je commence par l'associatif. En fait, tu te rends compte que oui, mais ça, c'est aussi le devoir de l'État. Puis, même des fois, tu as envie d'aller au niveau du continent, etc. Enfin, ça s'arrête jamais. Et c'est vrai que oui, c'est l'engagement d'une vie, ça peut faire peur. Faut pas hésiter à foncer. Vraiment, moi, je dirais à quelqu'un qui veut s'engager en politique et qui est jeune, d'y aller en fait, parce que ça donne un sens à sa vie. Tu te sens utile, tu te sens valorisé, tu vois à quoi tu sers, etc. Et surtout,
littéralement, la politique, enfin, tu peux changer le monde. On connaît tous des grandes figures, y compris africaines, qui ont changé littéralement le monde. On parle de Thomas Sankara, on en parle encore aujourd'hui. Nelson Mandela, on en parle encore aujourd'hui. Enfin voilà, beaucoup malheureusement, on parle beaucoup d'hommes. C'est vrai qu'on parle pas assez de femmes. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont changé comme ça le monde par leurs actions. Parfois qui l'ont payé de leur vie, et d'autres qui ont fait de la prison, d'autres ont payé de leur vie, littéralement sont décédés. Mais leur héritage est universel et même, je dirais, éternel, en fait, quasiment. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et moi, je dis... après, moi, je pense que c'est aussi mon point de vue parce que j'ai frôlé la mort quand j'avais 16 ans, etc., à cause de ma maladie. Mais je me dis, je préfère vivre à 100% et que ma vie ait servi au plus de gens sur Terre que quand je meurs, en fait, on me dira juste, bon, bah, Laurel était gentille, elle était bonne à l'école et voilà, elle travaillait bien. C'est tout, quoi. Et je préfère dire que voilà, j'ai pu apporter... quelque chose dans la vie d'autrui, et c'est ça qui est gratifiant en politique. Donc vraiment, faut pas hésiter à y aller. Et je sais que votre famille va très certainement vous décourager parce qu'ils auront peur pour vous, vos amis vont très certainement vous dire que vous êtes fous, etc. Mais même eux, finalement, ça pourra les faire réfléchir et ça pourra et ils comprendront que ce que vous faites a un impact. Et tôt ou tard, si vous êtes assez convaincant, si vous faites assez bien votre travail, ils vous suivront même. Je ne résiste pas à te poser une dernière question. Vas-y. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a vraiment une certaine jeunesse féminine qui est vraiment en train de naître, les organisations féministes qui commencent vraiment à changer quelque chose dans ce sens-là. Et c'est vrai que pour une fille, c'est pas toujours évident l'engagement politique. Donc moi, je t'ai demandé de conseiller 3 livres à une jeune fille pour éveiller sa conscience politique. Alors, 3 livres. Moi, je pense que je vais essayer de dire mes livres préférés. Déjà, il y a un livre qui est sur les discours de Sankara sur la femme. Je me souviens plus c'est qui l'éditeur, mais je pense que si vous tapez ça, vous allez trouver. Mon livre préféré de tous les temps et qui parle beaucoup des actions à mener à l'échelle locale, il s'appelle Être radical de Saul Alinsky. Il est traduit en français, donc normalement vous devriez trouver. Vous pouvez même le trouver en PDF sur internet. Donc ça c'est le 2e. Un 3e, quasiment n'importe quel livre de Angela Davis ou de Bell Hooks aussi. Je pense que ça peut pas mal, c'est un peu plus philosophique, mais ça peut aider. Okay. Voilà. Merci. Avec plaisir.